l'émission. Cette partie sera consacrée aux élections législatives. Le compte à rebours a commencé. Le dépôt des candidatures qui s'est ouvert le 10 février permet aux candidats de déposer leur candidature pendant 10 jours. La commission électorale a annoncé que les élections législatives se dérouleront en 2 étapes. La première les 22 et 23 mars pour les gouvernorats de Haute-Égypte, de la mer Rouge, Alexandrie, Marsa Matrouh et le gouvernorat de Gizeh. Et la seconde étape se tiendra les 26 et 27 avril et comprendra les gouvernorats du Caire, de la Basse-Égypte, le Sinaï et ceux du Canal. Ces élections législatives marqueront ainsi la fin de la troisième et dernière étape de la feuille de route. Pour parler donc de tout cela aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Safwat Hatem, analyste politique. Bonjour. 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 Alors, actuellement, on se prépare pour ces élections, mais jusqu'à maintenant, les Égyptiens se trouvent un peu si on peut le dire, perdus, avec beaucoup de nouveaux noms sur scène et également d'anciens noms qui vont émerger encore une fois sur scène, cette fois-ci, et qui ont été refusés par le peuple. Alors, selon vous, est-ce qu'actuellement, peut-on dire qui sera candidat et qui ne le sera pas au cours de ces législatives, ou c'est très tôt pour savoir un peu les perspectives de ce Parlement? Tout d'abord, il faut dire quand même que la situation actuelle en Égypte vis-à-vis de l'élection législative, à mon avis, c'est très ambigu pour tout le monde. Oui. On peut dire quand même que 90% des Égyptiens ils ne comprennent pas la situation actuelle, la liste, qu'est-ce que ça veut dire, liste électorale et candidature individuelle. Donc nous sommes dans une situation qui est très compliquée pour la première fois. Ce n'était pas du tout l'élection qui est habituée. Les Égyptiens sont habitués à une genre d'élection individuelle. Chaque personne il a le droit de se présenter dans tel ou tel gouvernorat. Mais actuellement nous sommes devant une situation compliquée. 3 ou 4 listes électorales qui présentent les partis politiques. Et à peu près 120 sièges, et le reste, 400 et quelques, c'est des sièges individuels. Donc la situation compliquée, ambiguë. Pour la première fois, nous sommes devant une situation qui est vraiment compliquée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sûrement vous avez suivi un petit peu la formation des listes. Malheureusement, nous sommes devant des listes électorales très fortes. La première liste électorale, c'est la liste électorale de M. Sefer Yazan, où il y a beaucoup de candidats de l'ancien régime de Moubarak. Devant cette liste, il y a une deuxième liste qui ça a commencé à marcher, c'est la liste du parti Nour, salafiste. Donc nous sommes devant 2 listes électorales qui ne présentent pas vraiment de façon représentative le climat politique en Égypte pour le moment. Ça c'est la deuxième chose. Donc est-ce que ce sera vraiment un parlement de business, des hommes d'affaires, qui représente plus de 50% des sièges, ce sera pour l'ancien régime, ou les hommes de l'ancien régime, je ne peux pas dire l'ancien régime, de façon très correcte et scientifique, mais au moins nous sommes devant liste ou un parlement, plus de 50% de parlement de sièges possédés par des hommes d'affaires et des business. Et dans ce cas-là, le problème, est-ce que ce sera le même problème et faute de l'ancien régime, de la domination des hommes d'affaires sur la scène politique et économique en Égypte, avec toutes les conséquences qui peuvent arriver. Deuxièmement, pour terminer très rapidement, si vraiment vous avez 20% ou 25% de sièges pour les salafistes ou tous les courants politiques salafistes,
en gros islamique. Islamique. Hein. Est-ce que vraiment, dans ce cas-là, nous sommes devant un parlement qui donne l'Égypte une sorte de stabilité économique et politique? Surtout, on sait très bien que ce parlement possède le pouvoir plus que le président. Est-ce qu'il y aura dans ce cas-là une sorte de clivage ou de conflit entre la présidence et le parlement? Bon, concernant les hommes de l'Ancien Régime, que reproche-t-on aux hommes de l'Ancien Régime s'ils sont vraiment honnêtes, qui ont de l'expérience, qui connaissent bien le pays? Ben écoutez, si vous dites qu'ils possèdent l'expérience, pendant 30 ans, on a vu l'expérience de cet ancien régime qui a mené l'Égypte vers le chaos, Mais le catastrophe. aucun d'eux n'est resté 30 ans. Hein. Ben écoutez, ce suffit de dire les dernières 10 ans de Moubarak, le parlement de Ahmed Aïz de 205 et 210. Dans ce cas-là, vous voyez à quel point l'Égypte était à l'approche de catastrophes sur tous les niveaux, économique, politique, sécuritaire, et même dans la scène internationale, c'était vraiment une sorte. C'est la raison pour laquelle il y avait vraiment une sorte de révolte en janvier 2011. Donc, est-ce que les hommes, la question que je me pose moi-même, est-ce que les hommes de l'Ancien Régime, ils ont compris vraiment les leçons de cette révolution? Est-ce que vraiment ils ont compris que cette magouille, cette mensonge qui a duré pendant 20 ans ou même les dernières 10 ans n'est pas acceptable plus maintenant? Il faut montrer une sorte. Malheureusement, Nermine, je dois vous dire quelque chose. Les hommes de l'Ancien Régime, à mon avis, ils ne montrent pas une sorte de maturité et qu'ils sont adultes et qu'ils ont compris les leçons de ce qui s'est passé pendant les dernières 4 ans. Oui, on ne peut pas généraliser parce que je vous dirais que pendant les 10 dernières années, même si vous parlez de beaucoup de questions qui demeurent les mêmes aujourd'hui, qui n'ont strictement pas changé, au niveau de la pauvreté, au niveau du chômage, au niveau des sans-abri, ça reste aussi la même situation aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé depuis quelques années. Et on ne peut pas nier aussi qu'il y a eu de grands changements et de grands développements dans certains secteurs. En Haute-Égypte, par exemple, je vous dirais que l'Ancien Régime accordait une grande importance au développement et que ces gouverneurs-là ont assisté à un grand développement. Laissez-moi vous donner un seul exemple. L'exemple de le fonds de Tahya Mesr. Ce projet qui était l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, qui l'a dit à tout le monde, qui l'a dit surtout les hommes d'affaires plusieurs fois, 3-4 meetings avec les hommes d'affaires, qu'il a besoin de 100 milliards livres égyptiens pour initier un planning économique de l'Égypte. Combien ils ont participé dans ce fonds de Tahya Mesr? 4 ou 5 milliards. Uniquement. Regardez, en conséquence, lorsqu'il était adressé aux Égyptiens pour le projet de canal Suez, dans 10 jours, c'est 64 milliards de livres égyptiennes. La comparaison de l'initiative, l'enthousiasme des Égyptiens pauvres et moyens pour initier une planning économique comparable avec ce qu'ils ont donné les hommes d'affaires qui ont vraiment gagné beaucoup d'argent de l'Égypte pendant l'époque Moubarak, vous trouvez quand même c'est une sorte de participation mince, minime et vraiment scandaleuse. Alors le nouveau peut être dominé par des intérêts de ces hommes d'affaires ou de quelques courants politiques au lieu de se concentrer sur les nouvelles législatives qui attendent la formation de ce nouveau Parlement? L'attendant, peut-être, il y aura Parce que s'il n'y a pas une majorité absolue au cours de ce Parlement, comment aura-t-on des législatives
qui seront pour le bien du pays, pour le bien du développement durable. Écoutez, j'étais en train de discuter avec nos amis ici, hors de l'antenne, sur l'avenir. Là, quand vous avez un Parlement de cette sorte, de cette composition, des hommes d'affaires et salafistes de l'autre côté, et une sorte